Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Camille. Bonjour Louis. Bonjour Johan. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je vois que ça y est, ça commence à dire bonjour, bonjour à tous de Montpellier par Florian mentionne himself. On est observé les gars, il y a Florian mentionne, le fondateur de notre cabinet qui est là et plein de nos consultants. Je vois Liliane. N'hésitez pas à nous dire où vous êtes basé, c'est sympa de savoir où vous êtes parce que les chats, les webinars, c'est cool, mais du coup, on a un petit peu de monde de partout. Ah bah tiens, on a du Maroc, on a Nyons qui est avec nous, Montpellier, etc. Vous nous entendez donc bien, vous nous voyez bien. Son OK, image OK, Florian mentionne, anticipe, c'est super. On est là pour vous parler de détection de mensonges, de CV mensongers. Et tout ça, c'est grâce à un monsieur, je dois lui rendre hommage, c'est à Camille. Camille, c'est notre docteur S mensonge. Est-ce vérité, je préfère. Ah, S vérité, S vérité. Et puis Johan, c'est notre Sherlock Holmes du mensonge dans les CV. On va dire ça comme ça. Absolument. J'ai pas mon habit aujourd'hui, mais l'idée y est. Bon, donc vous voyez, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent les webinaires du Florent Mention Institute, une fois par mois, le jeudi à 13 h, on discute d'une thématique autour du management du recrutement. Et aujourd'hui, c'est sur les CV mensongers. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que Camille a fait une thèse autour du mensonge, et dans le mensonge, il en parlera mieux que moi, il y a une thématique qui est le recrutement, l'emploi et donc le CV, et il est venu vers nous et on a collaboré tous les trois, les trois structures, que ce soit Florent Mention Institut, Camille en tant que thésard et Johan Evrichek sur l'aspect contrôle de ces choses-là. Là, vous voyez vraiment le résultat. Alors, tout ça est né de plusieurs constats et on va en parler. Nous, on a fait une étude sur les CV de trompeurs. Et pour démarrer, effectivement, vous avez peut-être entendu parler des mensonges dans les CV. Et alors, on a chaque année des gens qui s'amusent à mentir de manière assez extraordinaire sur leur CV. Alors, en 2011, on avait eu le directeur de l'aéroport de Limoges. Alors là, c'est un extrait des actualités locales de Limoges qui se gargarisait de tiens, Philippe Gaillard, 43 ans, rejoint la direction de l'aéroport de Limoges, ancien pilote de chasse de la Marine nationale, également ingénieur de l'École nationale d'aviation civile. Bon, le problème, c'est qu'il est resté 4 ou 5 mois en poste, ce garçon. Le problème, c'est que tout est faux. Mais tout est faux. Alors, c'est son ex-femme qui lui voulait du bien, qui l'a reconnu à la télé. Il n'a pas été très malin, attention, et qui l'a dénoncé. Au final, ça s'est quand même fini en prison pour ce monsieur, pour une raison très, très simple. C'est qu'il en était à pas sa première tentative d'escroquerie, parce que là, pour le coup, on est en escroquerie. C'est quand même compliqué. Donc, vous vous rendez compte, directeur de l'aéroport de Limoges, personne n'a fait de contrôle. Johan Evrichek n'existait pas en 2006. Non, on n'était pas né encore. Voilà. Eh ben voilà, Evrichek n'existait pas encore, donc Limoges n'a pas pu faire appel, la CCI de Limoges n'a pas pu faire appel à toi pour vérifier le CV de ce monsieur. Et donc voilà, le plus dingue, c'est que moi j'ai rencontré les acteurs de Limoges qui avaient participé au recrutement. Ils ne faisaient pas les fiers, je dois avouer, quelques temps après, et ils m'ont avoué d'eux-mêmes que si l'ex-femme ne l'avait pas dénoncé, globalement, il faisait le job, quoi. Donc, est-ce que c'est grave, docteur, finalement, de mentir sur son CV? On peut se poser la question. Dernier en date, et alors là, c'est extraordinaire parce que ce n'est pas uniquement un sport national. C'est vrai qu'on pourrait penser que la France, on est quand même les champions du monde de ce truc-là. Pas tout à fait, puisque le monsieur qui est en dessous, peut-être certains le connaissent, c'est George Santos, député américain au Congrès, élu républicain au Congrès américain actuellement. Il y a quelqu'un qui n'a pas de son. Le son est KO, mince. Chez Gilles Parmentier, mais je crois que chez le reste, tout fonctionne. Est-ce que les autres nous entendent? Avez-vous du son? Son OK. Son OK. Oui. Moi, j'ai l'impression que Gilbert, si vous n'avez pas de son, pour ceux qui ont une difficulté, ou cliquez sur nos images, je crois que ça peut désactiver.
Donc, merci à tous pour votre réactivité. Bonjour de Narbonne. Bonjour Soraya. On se connaît bien avec Soraya. Donc, ouais, George Santos, élu député américain depuis novembre 2022. Et la catastrophe des catastrophes, ce monsieur s'est inventé une vie. Alors, lui, c'est extraordinaire. Hein. À la limite, Philippe Gaillard à côté, c'est un enfant de cœur. Ce garçon s'est inventé une vie de fils d'immigrés et réfugiés européens ayant fui la Shoah de la Seconde Guerre mondiale. S'est inventé un diplôme des plus grandes écoles de commerce, de finance new-yorkaises. S'est inventé un passé, enfin une histoire de chef d'entreprise. Tout ça est totalement faux. Vous irez voir, je vais vous mettre le lien vers mon post LinkedIn sur le sujet. C'est extraordinaire. Alors lui, il a tout inventé. Tout. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il est élu et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc voilà, ça c'est les grandes affaires évidemment, sans aller jusque-là, on sait que chacun range plus ou moins son CV. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et c'est quoi la limite, c'est quoi la ligne rouge hein. C'est pour ça qu'on va parler de tout ça. N'hésitez pas à réagir, nous poser des questions dans le chat, on essaye d'y répondre. N'hésitez pas à discuter aussi. On a quelques-uns de nos collaborateurs consultants, vous avez vu, j'ai un jeune à fort potentiel, Florent Mentionne, qui participe au chat, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Je n'ai pas de son, un ordinateur peut-il me contacter? On va voir ça, Gilles, effectivement. Camille, mon docteur, est-ce vérité alors? Oui, déjà, les slides ont disparu, non? Ah, tu veux voir les slides? Hop. C'est bon. Alors, oui, aujourd'hui, je vous parle sous ma casquette de docteur en psychologie. C'est en effet une passion qui est née il y a une bonne quinzaine d'années pour moi. Alors, allez savoir pourquoi, mais je me suis passionné pour ce sujet et de dire est-ce qu'on avait des moyens rigoureux, scientifiques, eh bien, de mieux voir si quelqu'un mentait ou pas, et pourquoi pas, avant ça même, d'essayer de dissuader, de créer les conditions autour de soi pour dissuader les gens d'avoir envie de mentir. À date, j'ai formé plus de 300 professionnels à ces techniques éprouvées. Alors, une grande partie de services de renseignement français, tous les services anti-fraude d'un certain nombre d'assureurs du territoire, les inspecteurs de l'URSSAF et un certain nombre de groupes industriels. Et donc aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous tous les résultats de ce qui nous a pris quand même un long moment. Ça a été un long et beau travail, mais sur l'application de tout ça dans le domaine du recrutement. Exactement. Voilà, donc Camille nous partagera ses recherches. Sherlock Holmes. Absolument. Vous pouvez m'appeler Johan aujourd'hui, si vous voulez. Ah bon, ça va. Ouais, je suis en civil. Écoutez, ravi, on a effectivement collaboré avec le cabinet Florent Mentionne et Camille il y a un petit moment sur cette étude qui a été très intéressante. Vous parliez là de cas très, entre guillemets, polémiques et médiatiques de mensonges. Il y a une réalité qui est un peu moins fun, c'est qu'on a aujourd'hui un CV sur 8 qui passe entre nos mains, à peu près, qui revient avec un mensonge ou une erreur ou un écart avec la vérité assez important. Donc on parle de faux diplômes, on parle d'écart sur les dates, on parle de choses assez intéressantes et importantes. On va rentrer un peu plus dans les détails plus tard, mais c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui est grandissant et non pas l'inverse. Et vous évoquiez les États-Unis. Pour vous donner une comparaison, aux États-Unis, on a 98% des jobs qui sont checkés. C'est ce qui rend la situation encore plus paradoxale. Mais on a le chauffeur de bus, on a tout le personnel médical, on a tout le personnel d'éducation, on a toute la banque, on a tout. Voilà, ouais, mais c'est fou, Johan. Je rebondis aux États-Unis, 98% est checké et le député n'a pas été checké parce que là, quand même, c'est énorme. Pour donner un autre chiffre, c'est un marché à 4 milliards de dollars aujourd'hui aux États-Unis qui pèsera 8 milliards dans 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui est grandissant. Ça rentre dans les mœurs et ça arrive chez nous également. Mais c'est une fatalité. Alors, en France, nous on a démarré en 2015. On nous a traités de fous en nous disant que les Français mentiraient toujours. Et puis, c'est une fatalité. Et puis, en fait, ce n'est pas une fatalité. Donc, il y a plein de choses pour traiter et pour détecter. C'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui tous ensemble. Ouais, c'est un peu comme les caméras, les radars sur les autoroutes. Au début, on disait mais n'importe quoi, etc. Et aujourd'hui, quand tu fais du 135 sur l'autoroute, oulala, je me fais peur. Hein, je me fais peur. Donc voilà, l'idée aussi sur le CV mensonger, mettre des process, des contrôles, etc. Ça permet de réduire drastiquement les choses. Et l'étude, la thèse de Camille l'a clairement montré.
avec nous des petites modifications que Camille va nous expliquer sur notre dossier de candidature et nos process. Donc moi, Loïc Douillère, associé du cabinet Florent mentionne, Augustin Valero, mon associé, est en modération dans le chat, donc n'hésitez pas, il interviendra. Nous, ça fait depuis 1976 que Florent mentionne a créé le cabinet. Avec Augustin, on est co-dirigeant depuis 20 ans maintenant. Et on fait du recrutement, bien évidemment, mais aussi toute une palette de services en ressources humaines qui vont du conseil RH, de l'audit, des bilans de compétences, de la haute placement, de la formation, ce genre de choses. Beaucoup de recrutement, évidemment. On a à peu près recruté plus de 100 000 personnes en 40, bientôt 50 ans. On prépare nos 50 ans. Voilà. Camille, alors sauf s'il y a des questions, je n'ai pas l'impression, on démarre tranquillement. Qu'est-ce que le mensonge, Camille? Tiens, ça serait bien que nos amis dans le chat nous disent qu'est-ce qu'ils pensent d'après eux, qu'est-ce que le mensonge? Oui, en même temps, je réponds. Parce que finalement, on s'intéresse au recrutement, mais au sens large, au sens général, c'est quoi le mensonge? Alors, je vais partager avec vous la définition officielle du parti, comme dirait l'autre, mais en gros, ce qui est admis dans la recherche. Alors, préparez-vous, c'est un peu lourdingue, mais ça a le mérite d'être exhaustif. Réussi ou non, sans avertissement préalable, d'introduire chez un autre une croyance que l'on considère soi-même comme fausse. Donc, pour prendre un exemple un peu trivial et en dehors de notre sujet du recrutement, si vous allez voir un spectacle de magie, par exemple, est-ce que le magicien, il est en train de vous mentir quand il fait ses tours? On ne sait pas. Dans le chat, le mensonge, c'est ce que l'autre pense, l'acte de mentir, une fausse affirmation. Alors, donc je vois des choses intéressantes. Une fausse affirmation, est-ce qu'elle est inexacte? Mais si je la considère moi-même comme vraie, par exemple, eh ben, elle ne va pas rentrer dans ma définition du mensonge, puisque je peux croire, moi, qu'elle est vraie. Et le magicien, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qui manque pour que ce soit un mensonge? Eh ben, c'est tacite, c'est implicite, mais il y a un avertissement préalable. On sait ce pourquoi on signe, et donc typiquement, il ne rentre pas dans notre définition du mensonge, qui, pour le reste, nous, de notre côté, on ne fait pas de différence entre la tromperie et le mensonge. Tout ça, c'est un ensemble. On a une définition très large du mensonge et on va voir ça ensemble. Tu dois poursuivre un petit peu encore, Camille, ou je t'en prie, continue. On avance sur les études. Donc, effectivement, il y a d'un côté la définition officielle et que Camille, en tant que docteur, on a des petits soucis de connexion, les gars, Johan et Camille, mais on vous entend, on ne vous voit plus, mais on vous entend. Ah oui. Donc ça va revenir progressivement. Et donc effectivement, nous, le Florence Institut, on a lancé depuis 1989 des études sur les CV trompeurs. Alors pas les CV mensongers, mais les CV trompeurs. C'est ce qui a fait que Camille est venue vers nous. On a fait la 9e sous la houlette d'Augustin Valero, mon associé qui a lancé la 9e l'année dernière, avec des résultats. Et alors, ce qui est génial, c'est que les résultats n'évoluent pas tant que ça. Voilà, on en a même fait un livre, le livre noir des CV trompeurs. Et donc, finalement, ça donne raison aux candidats, parce que 88% des candidats estiment normal d'arranger son CV. C'est un peu comme ton magicien, est-ce que c'est normal ou pas? Et voilà, c'est ce qu'il faut voir. Et 2/3 des candidats déclarent avoir modifié volontairement leur CV. Mais alors, ce qui est génial, c'est que pour certains qui me suivent sur LinkedIn, vous avez vu que j'ai fait un post, un petit sondage hier, il y a 2 jours, là, sur avez-vous déjà menti sur votre CV, Camille? Figure-toi que 91%, 354 votes, quand même, c'est pas mal, c'est assez représentatif, mais 91% disent non, jamais. Jamais. Et j'en ai quand même 8% qui disent parfois et 1% qui disent souvent. Bon, c'est du déclaratif. Exactement. C'est effectivement du déclaratif, donc c'est assez amusant de voir ça. Donc, en parallèle, donc 2/3 des candidats déclarent avoir modifié volontairement un CV, c'est peut-être votre cas. Et là où ils auraient tort de s'en priver, et là ça va dans le sens de Johan, c'est que 2/3 des recruteurs ne font pas de contrôle. 2/3 des recruteurs ne font pas de contrôle. Donc, ils auraient tort de s'en priver, nos braves candidats. Parce que d'un côté,
Ouais, arranger son CV, c'est normal. Bon, après, c'est jusqu'où on va. C'est quoi la ligne rouge à pas franchir? Nous, on a notre petite idée, on va vous l'exprimer. Et puis de l'autre côté, bah, comme les employeurs font pas de contrôle, c'est facile en fait. C'est très très facile de passer entre les mailles. Justement, Johan, tu veux réagir sur ce 2 tiers qui ne fait pas de contrôle? Absolument. Moi, j'ai été très surpris en démarrant. On a eu l'opportunité de parler à, je dirais, 35 entreprises du CAC 40 et ils n'ont pas l'habitude de faire de contrôle. Ils n'ont pas le temps de faire les contrôles. Ils ne savent pas faire les contrôles. Et encore une fois, il n'y a rien d'insultant ou à charge dans mes paroles. C'est juste que c'est un travail minutieux, organisé. Et le marché français, on n'a pas vraiment d'autres acteurs en France, justement parce que le marché n'est pas structuré autour de ça. Aux États-Unis, c'est très simple de vérifier l'information. Les bases de données d'école sont quasiment toutes ouvertes. Les entreprises ont même aujourd'hui des logiciels qui partagent directement leurs données RH à plusieurs millions d'entreprises. C'est pas le cas chez nous. Donc, c'est en train de se mettre en place. Je crois que j'ai vu là, parmi les débuts, j'ai commencé à voir des candidats qui utilisent diplôme.gouv.fr. Déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, sauf que le recruteur qui n'a pas le temps de le faire ne le faisait pas avant, il ne le fera pas aujourd'hui. Et le diplôme, c'est un bon début. Après, l'expérience professionnelle est quand même quelque chose d'assez important. Ah, mais on est d'accord, hein, on est d'accord que Pôle emploi, l'URSSAF, tout ça détiennent les informations de parcours. On devrait pouvoir y accéder de manière publique. Hein. Bon, après, est-ce qu'on va le faire? C'est encore autre chose. Absolument. Je profite, j'aurais une question sur la protection des données perso. Il est impossible et interdit de faire une vérification sans l'autorisation préalable du candidat. C'était déjà à l'époque de la CNIL et encore plus à l'époque du RGPD. Donc, pour revenir à la slide juste précédente une seconde, les employeurs aujourd'hui qui nous disent faire du contrôle, faire de la vérification, donc les bons élèves, vont demander un contact de référent qu'ils vont appeler. Donc, c'est souvent un portable ou une adresse Gmail ou Yahoo ou autre, et on ne peut pas savoir qui est vraiment derrière. Donc, ça a assez peu de valeur. Deuxième chose, et ça c'est le côté un peu terrifiant du sujet, je vous invite à faire l'expérience chez vous, d'aller sur Google et de taper faux diplôme. On ne vous demande pas d'aller sur le dark web, je ne vous demande pas d'aller sur les trucs très compliqués. Vous allez sur Google et vous tapez faux diplôme et vous allez voir le nombre de sociétés françaises prêtes à vous vendre des faux diplômes pour entre 100 et 200 euros sur du vrai papier, avec des attestations de notes, avec des attestations de présence, des certificats. Des choses assez terrifiantes et c'est très simple. Du coup, c'est pour ça qu'on voit une augmentation de la fraude. Les réseaux comme Snapchat vendent aujourd'hui des dossiers vraiment bien faits. Donc les employeurs doivent faire très attention. Et je les invite s'ils veulent faire le contrôle eux-mêmes, appeler les établissements, aller trouver une source sûre, parce qu'aujourd'hui, le document n'est plus suffisant. Une bonne question. Est-ce que googliser quelqu'un, c'est un contrôle? Alors, vous allez googliser quelqu'un et vous allez trouver des informations qui sont sur des bases de données ouvertes. Base de données ouvertes, ça incombe qu'au préalable, vous avez donné votre accord pour que ces informations soient exploitées. Vous donnez une information sur LinkedIn, vous avez signé les autorisations de LinkedIn. Si votre profil est ouvert, vous autorisez LinkedIn à publier, donc vous autorisez les gens à venir le lire. Pareil sur Facebook, pareil sur tous les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on trouvera en ligne, c'est souvent de l'information ouverte, préautorisée entre l'éditeur et la source. Nous, notre travail, c'est d'aller chercher de l'information sur des bases de données fermées. C'est pour ça qu'on a besoin de la validation préalable. Sachant, Johan, que si on regarde les lois sur le recrutement, qui sont au nombre de 3, hein, sur les 3000 articles de loi dans le Code du travail. Hein, le Code du travail, il est épais comme ça. Il y a 3 articles de loi qui parlent de recrutement. C'est quand même assez génial. Tout le reste, c'est pour vous expliquer comment vous allez collaborer, vous séparer avec vos collaborateurs. Donc, bon, voilà. Dans ces 3 articles de loi, il y a quand même un article de loi qui dit que toute information collectée, etc., doit avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi occupé. Ça veut dire que quand je tape le nom et le prénom de Camille Isfour dans Google et que je tombe sur le fait qu'il fasse du volet ou qu'il soit adhérent de je ne sais quoi, je n'ai pas le droit d'utiliser cette information, ce qui fait que c'est compliqué à piloter ça. Hein. C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, on a des clients qui, parfois, aujourd'hui, on a près de 200 clients, qui de temps en temps nous disent, bon, alors on n'a pas l'autorisation, on n'est pas sûr de l'avoir, est-ce qu'on peut faire la vérif quand même? Et on dit, mais, si tu veux que je te fasse la vérif, je pourrais te trouver de l'information. La seule chose, c'est que cette donnée n'aurait aucune valeur car elle n'a aucun potentiel d'exploitation. Donc, ça ne sert à rien. Il faut faire les choses dans l'ordre.
collecter l'autorisation du candidat, et puis surtout, vous allez avoir un filtre naturel. Le candidat qui va savoir, qui va être vérifié, aura peut-être le bon sens de dire « je ne vais pas mentir ». Et c'est là que j'ai une bonne transition sur cette slide. Vous savez, depuis 2015, on en a fait plusieurs dizaines de milliers de CV. Et ben, je ne sais toujours pas pourquoi. C'est la seule question auquel je n'ai pas de réponse. C'est pourquoi est-ce qu'ils nous mentent? Ils savent qu'ils vont être vérifiés. Ils doivent passer sur notre plateforme. Et pour autant, on a un CV sur 8 qui revient avec un gros mensonge. Ça vient peut-être du fait qu'on intervient à la fin du process de recrutement, qu'ils ont un pied déjà dans l'entreprise, ou presque. Mais honnêtement, hein, c'est la seule chose pour laquelle je suis collé. Je ne peux pas y répondre. Donc, on a des écarts sur des diplômes pas obtenus, les gens qui disent avoir un niveau. Alors, le fameux niveau, c'est quelque chose de très français. Hein, je pense que tous les recruteurs de la salle le voient. Je l'ai, mais pas tout à fait, en fait. J'ai fait, mais je ne l'ai pas. C'est censé vouloir dire que vous avez fait le cursus, mais que vous n'avez pas eu le diplôme. Mais si vous avez pas le diplôme, si vous avez fait les heures de conduite à truc, mais vous n'avez pas le permis. Mais ça vous donne le droit de conduire quand même. C'est exactement ça. Alors c'est normé chez nous de pouvoir dire niveau BTS, mais on a des gens qui ont… En fait, nous, on fait le contrôle quand même. On ne s'arrête pas aux bases de données. On va chercher auprès de l'école qu'est-ce qui s'est passé. S'ils nous disent qu'il a vraiment fait les 2 ans, on va valider le fait qu'il ait effectivement le niveau. Si jamais il est resté 3 semaines, comme ça arrive de temps en temps, on mettra un feu rouge pour dire non, ce monsieur n'a pas le niveau. Donc, on a des écarts majeurs sur les durées de contrat. J'ai travaillé 3 mois, j'ai travaillé 3 ans. Voilà, on a aussi les vérifications des mois et années. Parce que si je dis que j'ai travaillé chez Florent Mentionne 2022-2023, ça peut être janvier 22, décembre 23 ou décembre 22, janvier 23. Donc, il y en a un qui dure 2 mois, l'autre qui dure 2 ans. Ça s'écrit pareil. Faux type de contrat. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de surprenant. Si je dis que j'ai travaillé chez BNP pendant 1 an avant de venir postuler chez vous, et qu'en fait, vous vérifiez, j'étais en stage pendant 1 an, ça n'a pas la même valeur. Ou en prestation. En presta, absolument. Presta, ça, c'est les informaticiens, les consultants adorent mettre le nom des clients. Tout le monde a travaillé à la Banque de France, tout le monde a travaillé à la Poste. L'intérim, le presta, c'est pas pareil. On vérifie, en fait, il faut parler à la société qui a porté le candidat pour avoir porté le social qui va avec. Quel contrat il avait, comment ça s'est terminé, quelle date exactement de passage. Et enfin, ça c'est très courant chez les commerciaux. Tous les commerciaux de France sont tous démissionnés. Voilà, c'est une règle. Pour évolution professionnelle. Parce qu'ils voulaient évoluer, Johan. Ils voulaient tous évoluer. La taille, l'entreprise a trop grandi. Du coup, ce n'était plus à taille humaine. Ils voulaient passer. Voilà. Donc, faux motif de fin de contrat. C'est quelque chose qu'on doit vérifier. Alors, attention, on reparlait un peu legal. Il est important de comprendre que nous faisons une vérification là-dessus sur comment ça s'est terminé et pas pourquoi ça s'est terminé. Je n'ai pas le droit de demander pourquoi est-ce que vous l'avez renvoyé. J'ai le droit de demander est-ce qu'il a vraiment été renvoyé. Voilà, c'est un point important. Et la CNIL là-dessus est assez sévère. Ouais, on est d'accord. Alors justement, tu disais, je ne sais pas pourquoi ils vont continuer à mentir alors qu'ils savent qu'ils vont se faire contrôler. Moi, j'ai une petite idée. Effectivement, tu l'as évoqué sur le fait que tu arrives en fin de process. Et ça a été un peu le sujet de nos discussions avec Camille et de la thèse de Camille finalement. C'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas influer là-dessus de manière plus amont et Camille nous a fait bouger nos lignes. Donc, comment Camille dissuader le mensonge là? Alors, on va rentrer là-dessus. Hein, on va rentrer là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, disons, avant de rentrer encore une fois dans le spécifique, moi j'aimerais poser la question au sens large à tout à chacun. Qu'est-ce qui fait déjà que dans une situation donnée, on ait envie de mentir selon vous? Je veux dire, qu'est-ce qui fait? On passe un entretien. Moi, j'ai des réflexions. J'ai Athènes qui nous dit ouais, mais comme les recruteurs, ils demandent des moutons à 25 pattes, au final, je suis obligé de me contorsionner et donc de franchir la ligne rouge de temps en temps pour pouvoir ne serait-ce que postuler en espérant que finalement, ils ne fassent pas les contrôles, qu'ils n'utilisent pas EveryCheck ou Florent Mentionne Institut dans le process qui, à un moment donné, vont réussir à cadrer le truc. J'ai cette réponse. Mais si je peux abonder. J'ai Olivier qui nous dit baisse de niveau général, je postule en 3 clics. Donc, voilà. Loïc, si je peux me permettre pour abonder sur le point précédent, le mouton à 5 pattes, c'est un vrai sujet. Parce que je pense que le taux de mensonge en France est si important, c'est parce que aussi les recruteurs mentent. Parce qu'on cherche tous le stagiaire qui a 5 ans d'expérience équivaut 454 € par mois. Et puis, on va écrire Bac+5 plutôt que Bac+4. C'est facile. Le seul sujet, c'est que
y a une ambiguïté là-dessus. Le mensonge sur le CV peut permettre d'obtenir un entretien. Mais nous, on intervient à la fin du processus de recrutement. Oui, ça biaise. Il y a un enjeu. Justement, pour leur laisser la chance de dire, alors j'ai mis BTS, mais en fait, je ne l'ai pas complètement eu. Et là l'entretien sert à ça. Ça sert à faire sa vente. Mais si à la fin du processus de recrutement, il vous a déjà menti 4 fois et qu'il nous rement à nous, là, ce n'est pas pardonnable. Ah, c'est compliqué. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est compliqué. Et juste pour répondre à une question de Fanny, comment faire quand l'entreprise où le candidat est passé dans le passé ne veut pas donner suite à notre contrôle de ref? Ça arrive de plus en plus. Pour information, nous, alors je parle de nous, mais on a 98% de réponses aujourd'hui. Les entreprises ne veulent pas répondre. C'est souvent un problème de forme. Si vous parlez au bon interlocuteur de la bonne manière, en montrant la copie d'autorisation donnée par le candidat, vous aurez plus de chances d'avoir votre réponse. Les écoles, pareil, ne vont pas vous répondre si vous passez par l'entrée principale. Il faut avoir le bon contact, donner les bonnes informations d'avance pour que vous ayez un rapport de professionnel du recrutement à professionnel du recrutement. Et là, vous aurez vos réponses. Oui, on est d'accord. Il y a peu de cas Fanny, de clauses de confidentialité où le candidat ou l'entreprise n'a pas le droit de parler, etc. Oui, elle n'a pas le droit de vous dire le pourquoi, etc. Par contre, vous dire qu'il était là de telle date à telle date, j'ai jamais vu de clause de confidentialité à ce point qui disent bah non, vous n'avez même pas le droit de dire que vous avez travaillé chez nous. Bon, là, c'est les services secrets, peut-être la CIA. Voilà. Donc, Camille, comment on fait pour dissuader? Explique-nous tout. Ouais, c'est un peu la question que je me suis posée au sens large, hein, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit avec nos amis, avec nos collègues, nos proches, peu importe. Et je me suis dit finalement quels sont les ingrédients qui font que dans nos têtes, selon un certain dosage, on se dit bah, tiens, j'ai plutôt envie de répondre la vérité, ou selon un certain autre dosage, on se dit bah, mentir, c'est ma meilleure option. Et donc, pendant que je cherchais un peu cette formule et ces ingrédients secrets, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait 5 facteurs et 5 facteurs seulement au maximum qui influençaient toutes nos décisions de dire la vérité ou de mentir. Alors, si je suis en recrutement et que je suis tenté de mentir et de dire une inexactitude sur mon parcours, c'est probablement parce que j'y vois un bénéfice. Plus de chances d'obtenir un rendez-vous, voir le poste, un super job à la clé, etc. Bref, on ne ment pas sans raison. Il faut qu'il y ait un bénéfice à ça. Et je dirais même que les menteurs qu'on qualifie de pathologiques, parfois peuvent éprouver un plaisir au fait de duper les autres. Et ça aussi, ça peut être un bénéfice dans l'esprit de ces personnes. Bon, ça, c'est du côté des avantages. Mais maintenant, du côté des inconvénients, et il y en a un certain nombre également, de quoi parle-t-on? Eh ben, si on se dit mentir, c'est bien, d'un autre côté, dans certaines situations, on peut se dire il y a un risque de sanction. Je peux avoir une punition si ça se passe mal. Et donc, ça peut nous dissuader. Bon, ça peut être un premier élément dans la balance du côté des inconvénients à recourir au mensonge. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on se dit ça peut être risqué. C'est-à-dire qu'on peut se dire, l'autre, par exemple, en face, c'est Loïc, il a 20 ans d'expérience et plus dans le domaine, à lui, je ne vais pas lui faire, et donc ça ne sert à rien. Alors que peut-être, avec un recruteur plus junior en face, il se dirait le risque d'être décelé pendant l'entretien serait moindre. Bon, voilà, on peut se dire ça. Ensuite, mentir, ça a un coût d'exécution. C'est-à-dire que ça peut être compliqué de falsifier des dates et de rendre le tout cohérent. Ça peut être compliqué de s'en rappeler à 6 mois d'écart si on a postulé 6 mois avant. Bref, il peut y avoir une charge cognitive ou une charge même émotionnelle, c'est-à-dire qu'on peut ressentir une certaine honte parfois à mentir une fois qu'on est en entretien et qu'on nous pose la question sur le diplôme. Et peut-être qu'on se sent un peu honteux au moment de dire oui, je l'ai, alors qu'en fait, on ne l'a pas. Bref, tout ça, c'est un coût d'exécution. Et puis, le dernier inconvénient, dans ma recette magique, le dernier inconvénient à recourir au mensonge, c'est que ça peut créer une dissonance. Autrement dit, un petit conflit mental dans notre tête. Alors, on peut dire que parfois, certains, c'est pour des raisons morales, en disant mentir, c'est pas bien, ou toute autre chose qui peut créer un conflit. Et une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit que c'est ça les facteurs qui peuvent rentrer en compte, quelle est l'idée naturelle pour dissuader le mensonge? C'est très simple. Je me suis dit, pour favoriser la vérité ou bien dissuader le mensonge, il faut que j'augmente au maximum les bénéfices perçus de la personne à dire la vérité et où en parallèle je diminue les inconvénients qu'il voit à dire la vérité, ou bien lorsqu'il considère ses options à mentir, de la même façon, il faut que les bénéfices à mentir lui semblent le plus léger possible, ou bien les inconvénients à recourir au mensonge lui semblent le plus lourd, le plus important possible. Et donc, c'est sur base de ce constat-là justement qu'on a appliqué ça dans le domaine du recrutement, et on va voir ça dans un instant.
Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade? Ou est-ce que la logique est claire? Pour l'instant, ça a l'air clair. Effectivement, bénéfice à mentir et inconvénient à mentir. Et on voit bien dans tes schémas où est-ce que nous, on doit appuyer pour éviter. Très clair, Camille. Olivier te dit que c'est très clair. Eh ben super. Et donc, on a fait ce travail collaboratif à trois têtes entre faire ça, une étude rigoureuse en milieu réel, parce que souvent les statistiques qu'on avait dans les différentes enquêtes sont déclaratives. Hein. Comme on a vu ton petit sondage, Loïc, 91%, c'est ça, tu disais, des gens sur LinkedIn disaient qu'ils ont… 354 personnes nous déclarent qu'elles n'ont jamais menti dans leur CV. Voilà. Et donc, on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'aller au-delà du déclaratif et voir un peu ce qu'il en est? Et c'est là que EveryCheck avait évidemment toute sa place. Et donc, tout ça, ça fait l'objet d'une étude publiée, mais juste pour vous dire un peu le process chez le Florent mentionne, qui s'y prêtait bien, c'est que les candidats, et Loïc, tu me corriges, hein, mais envoient donc en premier lieu leur CV en format qu'on va qualifier de libre, hein, c'est leur CV à eux, et nous, dans cette étude, pour ne pas avoir de variabilité entre différents postes, on s'est concentré uniquement sur des profils de commerciaux, comme ça on est dans un périmètre constant, et puis après, de vous à nous, on s'est aussi dit que c'est là où on avait le plus de chance, alors c'est pas très bien les stéréotypes, mais c'est là aussi dit qu'on aurait le plus de chance de trouver des choses intéressantes. Ensuite, il y a aussi que, Camille, dans notre étude sur les CV trompeurs, c'est vrai qu'on avait un palmarès des CV dans lesquels, dans les catégories de fonctions, on trouvait plus de CV trompeurs et c'était plutôt les commerciaux qui arrivaient en… C'est ça. Donc, on avait quelques listes. Alors, les commerciaux de manière très large, plan commercial au directeur commercial en passant par la KL de commerciaux. Hein, donc c'est très tout à fait. Et alors, le process, en gros, c'est que quand on estime que sur base de leur CV libre, ce sont des candidats potentiellement intéressants pour le poste à pourvoir, le Florent mentionne envoie un dossier maison concocté qui pose des questions bien plus précises sur ses expériences professionnelles, sur les diplômes, etc. On envoie ensuite tout ça à EveryCheck qui a vérifié tout un tas de choses, à la fois sur le volet formation et diplôme et à la fois sur l'expérience professionnelle des candidats, de l'existence des établissements à l'obtention des diplômes, aux dates, et on en a parlé, c'est important, au mois près, vérifier qu'au mois près elles étaient correctes, et puis les intitulés des formations, l'intitulé de poste, pas que on devienne senior director de je sais pas où alors qu'on était manager. Bon, voilà, toutes ces choses-là. Et puis venait enfin le stade de l'entretien. Et donc nous, ce qu'on s'intéresse ici à découvrir, c'est est-ce que, en concoctant bien ce dossier du Florent mentionne, est-ce qu'on a une différence sur le taux d'inexactitude entre le CV libre et le dossier? Tout ça en amont même de l'entretien. Et puis, qu'est-ce qui resterait éventuellement à la fin qui rend potentiellement les vérifications malgré tout incontournables, mais comment on peut allouer précisément sur les expériences les plus importantes à vérifier. Oui, sachant que pour compléter dans le dossier dont parle Camille, dans le dossier Florent mentionne, il y a le dossier avec des questions, mais il y a aussi la demande de justificatif. Dont il faut, ça, c'est déjà une combinaison de choses, d'éléments. Hein, et donc, effectivement, avec Camille, on a manipulé ça. Vous verrez comment on a fait jouer avec des petites questions simples, des manipulations. On a retravaillé le truc pour travailler. Et donc, effectivement, EveryCheck a validé la chose. Et en plus, après, on a l'entretien. Alors, concrètement, on a donc un panel de CV de candidats où pour chaque candidat, on a une combinaison CV-dossier. Et tout ça, ça a donné lieu à la sélection et à la vérification, plutôt à l'inclusion pour vérification de 332 éléments. Donc, les éléments, on a dit, date, intitulé de poste, etc. Là-dessus, EveryCheck nous a dit qu'il y avait un certain nombre qui étaient invérifiables, quelques 20% qui étaient invérifiables, l'entreprise ayant fermé, injoignable, etc. Et puis, en dernier lieu, finalement, ça nous a donné 269 éléments de ces candidatures qui ont pu bel et bien être vérifiés. Alors. Donc, voilà, et tout ça… Et tout ça de manière très structurée. Je le rappelle, Camille a fait une thèse, donc c'est très structuré, très scientifique. Il nous a enquiquiné à longueur de temps en nous disant oui, il faut changer comme ci et celui-là, ça ne va pas. Enfin, je peux vous dire que ça a mis du temps parce que c'est finalement rentrer dans des process d'entreprise, quelque chose où on va rentrer dans une rigueur universitaire. Et au début, ça n'a pas été simple, même pour EveryCheck, il a fallu qu'on mécanique beaucoup, quoi. Tout à fait. Donc, j'en profite officiellement devant toutes les personnes pour vous remercier encore pour cette collaboration à trois têtes. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Et finalement,
lorsqu'on a parlé de la petite théorie que j'avais formulée tout à l'heure sur les 5 ingrédients pour éviter le mensonge, comment on les décline finalement dans le dossier? Eh ben, sans rentrer dans tous les détails, parce que ce n'est pas forcément l'objet, mais je voulais vous donner 3 exemples. 3 exemples, et Loïc, bien sûr, je te laisserai les détailler davantage. Le premier, c'est qu'on pose des questions directes. Donc, les questions directes, par exemple, les dates, donnez-les au jour et au mois près. Le diplôme… Parce que la plupart du temps, sur les CV, Johan ne l'a dit, et pour des questions, alors à la fois pas de mensonges, hein, certains, oui, ça va jusque-là, mais la plupart des candidats, c'est des questions graphiques. Plutôt que de mettre le jour, le mois, l'année, bah, ça finit à l'année. C'est plus simple. Voilà. Et donc, il n'y a pas une vraie volonté de mentir. Sauf qu'au milieu de tout ça, évidemment, il y a quelques candidats qui s'arrangent un peu avec la vérité. Exactement. Et pareil sur l'histoire du diplôme, eh bien, on a passé un format, on va dire QCM, oui, non, en cours. Pourquoi? Parce que finalement, tout ça, ça augmente un peu quand on pose des questions très directes, de type oui, non, ou du type jour, mois, année. Ben, ça augmente un peu le conflit mental qu'on a à mentir. Parce que c'est une chose dans un CV en format libre de mettre les dates au format année pour volontairement donner l'impression d'une expérience plus longue. C'est une autre quand on impose la date au mois près de commencer à la falsifier. Dans un cas, on passe d'une sorte de flou artistique acceptable mentalement, à un autre cas, on passe vraiment à un mensonge par falsification qui, d'un point de vue moral, souvent pour les gens, est un tout petit peu plus conflictuel. Donc, on cherche à augmenter la dissonance par des questions directes. On a aussi fait ça, Loïc, si tu te rappelles, sur le motif de départ. Au début, les gens répondaient sur des motifs, on va dire, motivationnels. J'étais pas épanoui, etc., à des motifs. On l'a pas là. Et on est passé au motif légal de départ entre démission, licenciement, etc. Ce qui, peut-être qu'on n'est pas épanoui. Exactement, mais peut-être qu'on n'est pas épanoui, mais c'est intéressant de savoir si c'était quand même un licenciement plutôt qu'une démission, tout en s'accordant sur le fait qu'effectivement, l'épanouissement n'était peut-être pas là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on faisait de manière orale, ce genre de vérification lors des entretiens. Et là, avec Camille, on l'a processisé en amont. Et effectivement, vous allez voir que ça a réduit un certain nombre de risques. Mais du coup, on gagne beaucoup de temps, en fait. Et on sait tout de suite. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on est en entretien et qu'un candidat n'a pas eu, tout à l'heure, Johan parlait du niveau de formation et qu'il a vu que nous, dans le dossier, alors aujourd'hui, le dossier ne ressemble plus vraiment à ça parce qu'il a été complètement digitalisé sous un autre format, mais c'est le principe est le même. On pose la question, avez-vous obtenu le diplôme? Oui, non. Et là, ils sont embêtés parce qu'ils sont obligés de nous dire non. Parce que, comme dit Camille, la dissonance intellectuelle fait que 90% des gens va dire non, va pas vouloir mentir expressément. Et le candidat, lorsqu'il arrive en entretien, nous dit, et qu'on parle du diplôme, et qu'on leur dit, bon, donc vous n'avez pas eu votre diplôme. Oui, mais vous savez, etc. Et tout de suite, ils nous justifient le truc, en fait. Alors que si on ne l'avait pas demandé clairement la question, eh ben, il nous aurait arrangé l'histoire, etc. Alors, est-ce que c'est grave ou pas? C'est un autre sujet, hein, mais dans ce cas, ça peut être grave. Tout à fait. Et l'avantage aussi que je vois à ça, au-delà du fait que ça permet de filtrer les questions sur lesquelles on veut cibler en entretien, puisqu'on a vu ce qui semblait complet, on a vu les zones de flou, l'écrit est un peu plus engageant, évidemment, qu'une réponse orale. Et les motifs de départ, je termine, excuse-moi, je te redonne la main. Les motifs de départ, on en a parlé tout à l'heure. Le nombre de candidats qui vous racontent ce qu'ils veulent comme histoire, alors pour peu qu'ils vous aient mis des années. Hein, on va prendre un exemple. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans, de 2020 à 2022, dans l'entreprise Tartampion en tant que commercial. Très, très bien, monsieur. Pourquoi vous avez quitté? Parce que j'avais fait un peu le tour, j'avais envie d'évoluer. J'ai eu une opportunité d'aller faire responsable commercial dans une autre boîte. Ok, très très bien. Bon voilà, si je l'écoute comme ça et que je lis le CV, l'histoire elle est belle. Oui, sauf que nous on a demandé le diplôme. Est-ce que vous les dates exactes au jour près? Donc vous avez quitté quand l'entreprise en 2022? Et là quand on commence à poser déjà rien qu'à l'oral, quand on pose les dates, déjà ils hésitent. Déjà, ils hésitent. Alors, c'était au mois de mai, M. Douillard. Oui, mais quand? Le 1er mai ou le 31 mai? De quoi on parle? Ça devait être au milieu du mois, là, le 15 mai. Ok, très bien. Et l'entreprise suivante, vous l'avez enchaînée donc le 16 mai, monsieur? Non, j'ai eu un peu de temps entre les deux. J'ai recommencé en décembre 2022.
Ah, très bien. Mais du coup, quand vous les avez quittés, vous avez fait quoi comme façon de les quitter? C'était une rupture conventionnelle? C'était une négociation? C'était un licenciement? Et quand on pose la question oralement déjà, hein, là déjà, ils sont un peu acculés. Alors nous, on la pose dans le dossier en amont. Donc là, ils savent que lors de l'entretien, de toute façon, on va vérifier le truc. Mais euh, ça leur pose un souci, sauf celui qui veut éhontement vous mentir. Lui, de toute façon, il ira jusqu'au bout. Et là, seule la vérification avec EveryCheck ou vous-même par vérification, et c'est pas simple à vérifier, croyez-moi, et Johan a raison, parce que nous, on fait aussi des vérifications et obtenir toutes les infos sur c'est complexe. Bah, c'est le même candidat qui va vous dire ah ben non, mais en fait, bon, je m'entendais plus avec mon chef. Et puis, bah, du coup, bon, j'ai été licencié. Ah oui, j'ai travaillé 2 ans dans une boîte, ça s'est terminé en 1 an et demi. Je cherchais une nouvelle opportunité, j'ai eu une nouvelle opportunité, ça s'est terminé en licenciement. Peut-être que le candidat est très bien, hein, c'est pas ce que je dis. Mais l'histoire n'est pas la même, quoi. L'histoire est... Et un autre levier sur lequel on joue dans le dossier, c'est qu'on rappelle qu'on est susceptible de faire des références. Alors là, dans mes fameux ingrédients, ça augmente le risque de ne pas être cru, hein, si on veut s'embarquer dans un mensonge, parce qu'on se dit, s'ils vont vérifier et que je mets quelque chose d'inexact, il y a des chances que mon mensonge ne passe pas inaperçu. C'est une façon comme ça de jouer un tout petit peu sur l'augmentation de l'inconvénient à recourir au mensonge. Et de la même façon, on rappelle aussi l'article de loi sur le fait que le candidat doit fournir des informations de bonne foi, et ce, juste avant qu'il signe, au moment où ça va devenir engageant. Et donc, c'est une façon d'augmenter un tout petit peu, de se rappeler un tout petit peu à son souvenir pour dissuader un tout petit peu plus l'intérêt qu'on perçoit à mentir. Alors, les résultats. Alors, Attends, il y a des débats là qui se mettent en place sur le chat sur oui, mais en faisant ça, vous éliminez les bons candidats, vous parlez pas de soft skills, etc. Oui, alors je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'on perd des candidats, peut-être que il y a des bons candidats qui passeraient. Mais enfin, dans une relation humaine, quelle qu'elle soit, si elle commence par le mensonge, et c'est pas le petit arrangement entre amis. J'ai quelqu'un, je sais plus, qui disait oui, mais quand ça date, on se souvient plus des années, des débuts, des fins de formation. Vous embêtez pas. Déjà, si on a la date du diplôme, ça serait déjà pas mal. Mais alors, moi, quand j'ai des candidats, Loïc, ouais, vas-y, Johan. Je me suis engagé à répondre à une question qui monte un peu. La question, c'était le risque que l'ancien employeur qui n'a pas apprécié de voir partir son salarié ne donne pas un avis professionnel. Il est important de bien définir quelque chose. Il y a la prise de référence et le contrôle de référence, c'est deux choses différentes. C'est deux métiers différents. Le premier métier, qui est notre métier initial, alors on fait de la prise de référence maintenant depuis peu, mais notre premier métier, c'est le contrôle de référence. Donc c'est un travail factuel, froid, administratif, compliance, appelez-le comme vous voulez. C'est quelque chose où nous, on ne voit pas le candidat. Donc on n'a pas ce côté-là où il nous a plu, on lui a plu, on a trouvé l'échange sympa. Il n'y a pas d'affectif. L'affectif, on le laisse au recruteur. Du coup, cette partie soft skills et cette partie de risque aussi qui a été évoquée dans une question, on ne peut pas annuler le risque. On a un travail factuel de dire est-ce que les informations données sur ce document qui s'appelle un CV sont réelles ou pas. Après, vous en faites la piste de lecture que vous voulez. Certains vont vous dire que qui vole un œuf vole un bœuf et que une personne qui vous a menti et qui a maintenu ce mensonge vous mentira plus tard. Un candidat qui refuse aujourd'hui de entre guillemets, se plier à l'exercice, soit il a quelque chose à se reprocher, soit il va falloir qu'il nous explique pourquoi. Mais c'est jamais une bonne chose. Donc, il n'y a pas d'annulation du risque, pour autant. La partie soft skills, elle arrive plus tard avec la prise de référence. Là, cette fois-ci, c'est de l'affectif. Est-ce que je pense qu'il parle bien anglais? Est-ce que je pense qu'il sait utiliser Excel? Est-ce qu'il est à l'heure le matin? Est-ce qu'il joue en équipe? Toutes ces choses-là, ce sont des choses, c'est des avis. Ce n'est pas de l'information, c'est des avis. Et c'est vraiment important de faire la distinction entre la prise de ref et la contrôle de ref. Voilà, je suis sûr que chez Florent Mentionne, vous faites de la prise de ref beaucoup mieux que ce qu'on ferait nous. Nous, chez EveryCheck, on fait du contrôle de ref
peut-être mieux que Mais parce que Johan, je vais t'étonner. Je dis à mes clients que je me méfie du contrôle de ref ou de la prise de ref, je ne sais plus, de prise de ref. Et moi, je ne fais que du contrôle de ref. Pourquoi? Parce qu'un contrôle de référence ne doit être que factuel. Est-ce que M. Dupont a travaillé de telle date à telle date chez vous? Est-ce qu'il a eu telle mission? C'est un peu la différence, c'est que moi, je demande des missions. Est-ce qu'il a eu tel poste, etc. Le reste de savoir s'il est sympa, pas sympa, effectivement, ça dépend de la séparation. Parce qu'en plus, la séparation, c'est souvent une histoire de sous. Et résultat, c'est un peu comme les divorces. Bizarrement, plus c'est proche et plus l'autre, c'est le pire des pires. Moi, je suis très, très prudent, que ce soit positif, trop positif ou trop négatif. Quand un recruteur, un employeur me dit ah, c'était le pire des pires, je suis très prudent parce que je regarde aussi la durée de la personne dans la boîte, quoi. Quelqu'un qui est resté 5 ans dans une boîte, vous n'allez pas me faire croire que c'est le pire des pires. Ou alors la boîte, elle a un problème. Et donc, je reste très prudent sur ce que me dit ce recruteur. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est déjà de m'assurer, comme dit Johan, qu'il ne m'a pas raconté de salade sur les dates, sur ses responsabilités, etc. Est-ce qu'il a eu telle fonction? Est-ce que vous étiez bien son chef, etc. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il est sympa, pas sympa? Je reste très, très prudent là-dessus. Très, très, très prudent. Parce que c'est très subjectif, en fait. C'est très subjectif. Et donc, le roulement de tambour, qu'est-ce que ça a donné? Attends. Je vais répondre à Philo, qui est très actif. Merci, Philo, d'être aussi actif. Philo, il nous dit un truc que Johan a déjà contrecarré tout à l'heure au début. Le contrôle de référence, ça ne veut rien dire. Je vous laisse les coordonnées d'un ami avec qui j'ai bossé. Il pourra vous dire du bien. Bien sûr, cher ami. Mais attends. On n'est pas si malin, on n'est pas si bête que ça. On est un peu plus malin que ça. Enfin, j'espère. Nous, notre astuce, c'est de dire OK, on demande l'autorisation au candidat. Dans le dossier, c'est ce que vous a montré Camille. Dans notre dossier, on demande au candidat, donnez-nous des noms de personnes. Et vous nous donnez bien l'autorisation de les contacter. Oui. Les anciens employeurs, évidemment, on ne contacte pas l'employeur actuel. C'est un peu la limite du système qui complexifie le truc. Mais évidemment, s'il met un email à Gmail et s'il met un numéro de portable, moi, je vais aller vérifier et je vais téléphoner à l'entreprise pour vérifier que Jean Dupont, c'est bien le directeur commercial de l'entreprise. Avant de téléphoner à Jean Dupont et je vais demander au standard de me confirmer le numéro de téléphone portable de Jean Dupont. Oui, parce que évidemment, si Loïc t'appelle, tu lui dis, Loïc Douillère du Florence Institute, tu lui dis tout le plus grand bien que tu penses de moi en tant que directeur commercial de la société Tartampion. Évidemment, cher Philo, évidemment que c'est voilà. Mais comme dit Johan, c'est le contrôle de référence, c'est vraiment du process, de la méthode, de l'outil. Et voilà pourquoi EveryCheck existe en fait, parce que c'est un boulot, c'est un vrai boulot à part entière. Et puis surtout, on travaille avec un grand nombre de cabinets de recrutement en France aujourd'hui, et des grands noms qui aujourd'hui n'ont pas le temps de le faire. N'ont pas le temps de le faire. Et puis le discours qu'on leur donne et qu'ils doivent donner à leurs clients, c'est que on a notre force, ça chez Florent mentionne, chez un autre cabinet, c'est le sourcing, c'est d'attraper le bon candidat, c'est de pouvoir l'amener vers le bon poste. C'est l'évaluer, c'est l'évaluation de ses compétences, etc. Le chasser, etc. Vous n'avez pas le temps d'appeler l'Académie de Créteil, puis l'Académie de Toronto, puis vérifier qu'il a vraiment démissionné de son stage en alternance de BNP en 2004. C'est des choses, c'est un autre métier. Donc, il est vraiment important de faire la distinction. Les cabinets sont très forts en prise de ref parce qu'ils vont savoir poser les bonnes questions, parce qu'ils ont eu un brief complet du recruteur derrière. Du recruteur derrière, chose qui n'est pas notre cas. On reçoit un CV d'une société de bâtiment, d'un banquier, d'un infirmier. Donc, on n'a pas cet affectif-là. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont complémentaires. Voilà. Les résultats, Camille, excuse-nous. Oui, je pense que le suspense est maintenant insoutenable, n'est-ce pas? Et donc, voici les résultats officiels non déclaratifs, puisque vérifiés, de la part d'informations incorrectes. Alors, dans les CV en format libre, il a été trouvé 23% d'informations incorrectes. Alors, je ne les ai pas qualifiées de mensonges, elles étaient incorrectes. Et alors, je crois que… Ah oui, c'est ça, la présentation était en PDF, donc ça a sauté l'animation. Donc, je vais vous le dire à l'oral. Sur les dossiers du Florent mentionne, on est passé donc de 23% à 11%. Donc, on a plus que divisé par deux, en gros, le nombre d'informations incorrectes. Et quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'était sur les dates, puisqu'on a vu que la majorité des informations incorrectes
portait sur le fait de mettre des dates au format année qui pouvaient laisser penser que les expériences étaient volontairement étirées, mais certains disaient mais peut-être que ce n'est pas volontaire. Peut-être aussi que c'est juste qu'on s'imagine qu'il faut gagner de la place ou bien que c'est comme ça qu'on le présente. Et c'est là que c'était hyper intéressant, c'est que dans le dossier du Florent mentionne, lorsqu'on demande au mois près la date, et bien c'est là encore sur les dates qu'on trouve le plus grand taux d'inexactitude. Ce qui veut quand même faire penser que là, il n'y a plus trop de doute sur le fait que c'était volontairement étiré les dates. Bon, ça c'est un des principaux résultats de l'étude. Par le simple ajout de simples phrases dans un simple dossier, on peut déjà diviser par 2 le taux d'information incorrecte en amont même de l'entretien physique, téléphonique, vidéo qui peut avoir lieu. Et puis, deuxièmement, donc ça c'était sur le volet dissuasion, le deuxième résultat, c'est sur le volet détection. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que lorsqu'on demande justement des contacts pour les contrôles de référence ou prises de référence, lorsque les personnes mettaient un contact, eh bien, il y avait 77% de chances que l'expérience professionnelle en question, telle qu'ils l'ont décrite, soit 100% vraie, soit totalement vraie. Quand, en revanche, il n'y avait pas de contact pour l'information, on avait moitié moins de chances, en gros, que tous les aspects, date, intitulé de poste, etc., soient parfaitement corrects. Ce qui veut dire que si vous avez un tel dossier, vous regardez les endroits où il n'y a pas de contact qui est donné, c'est la première chose sur laquelle vous pouvez vouloir interroger lors de l'entretien en présence, puisque c'est là qu'on a le plus de chances de viser juste. Voilà pour les résultats. Est-ce qu'il y a des réactions déjà à ça? Ouais, il y a des réactions. On va juste avancer, puis on reviendra sur les réactions parce qu'il est déjà 51. Donc, on en arrive déjà aux conclusions, les amis. Est-ce grave, docteur? Et après tout ça, qui recruter? Parce que là, vous nous faites peur finalement. Mince, les candidats, ils mentent tous, c'est compliqué. Il faut des méthodes, il faut plusieurs sociétés, des cabinets de recrutement, des sociétés de vérification. C'est vachement dur, les gars. Ouais, et puis j'ai vu des réactions dans le chat aussi. Oui, bon, finalement, est-ce que c'est vraiment ça qui compte lorsqu'on recrute? Est-ce qu'on s'en fiche pas un peu que la personne est mentie ou pas? Et je dois avouer que sans trancher le débat, je me place simplement pas sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'interviens auprès de vous en tant qu'expert sur la détection du mensonge. Je suis entrepreneur moi-même, j'ai des sociétés moi-même. Sachez que moi, ce qui m'importe, en tout cas à titre très personnel, quand je fais un recrutement, c'est d'avoir la bonne information pour prendre ma décision. Et je peux décider de passer outre, mais simplement, je veux avoir la bonne information sur le parcours du candidat pour prendre ma décision. Et puis, peut-être des cas particuliers, mais il y a des métiers où, par exemple, si je suis médecin, si je veux exercer comme médecin, j'ai quand même intérêt à avoir le diplôme. Si je veux être pilote, c'est quand même mieux si j'ai intérêt, c'est obligatoire. Hein, c'est obligatoire. C'est peut-être pas la majorité des recrutements. Ce qu'on appelle les professions réglementées. Donc exactement. Et donc là, je suis d'accord que c'est peut-être une petite partie des recrutements, mais il y a quand même des cas où ces informations ne sont pas seulement souhaitables, mais indispensables. Ouais, c'est clair. Donc, nous, notre méthodologie, elle a évolué à la marge finalement, mais le concept est resté le même. Hein. On a écrit une trentaine de livres, dont le 30e, le recrutement par indice, 256 pages. Augustin va vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent l'acquérir dans toutes les bonnes librairies et notamment sur notre site internet. Je fais un petit peu de promo au passage. Dans ce livre et dans notre méthodologie que l'on applique au quotidien, il y a toujours eu cette notion de dossier, de demande de justificatif. Alors, grâce à Camille, on a amélioré, encore corrigé le système, mais on dit que le recrutement, quoi qu'il arrive, c'est une méthode et il faut utiliser tous les outils à notre disposition. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis conscient que le CV, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas la panacée parce que c'est du déclaratif et que je comprends et tous les recruteurs comprennent que le candidat, il va essayer d'arranger le truc. En plus, on lui a expliqué de faire du marketing, de mettre du bleu, du vert, du truc, de ne pas mettre les dates, de faire ceci, de ne pas mettre son adresse postale, de faire cela. Ok, très très bien. Moi, je sais que c'est comme ça. Et que je sais que le candidat, il a un enjeu parce qu'il va vouloir un job. Donc, c'est normal. C'est normal qu'il essaye de faire en sorte, et Philo l'a redit, le CV ne sert qu'à obtenir un rendez-vous. Et donc, il fait son job, le candidat, avec son CV. Simplement, moi, en tant que recruteur, j'ai besoin de savoir, comme a dit Camille, l'information, la qualité de l'information. Et donc, ne serait-ce qu'en demandant un dossier de candidature de manière un peu structurée, parce que les candidats, des fois, quand on leur envoie le dossier de candidature, ils nous disent « Ah, mais c'est déjà sur le CV ». Ah, je ne crois pas qu'au jour près, vous mettiez les dates de départ et d'arrivée dans vos boîtes. Ah, je ne crois pas que vous mettiez les motifs de licenciement. Je ne crois pas que vous mettiez diplôme obtenu, oui, non.
Ça, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Les candidats ne mettent pas ça, etc., etc. Donc, on reformate le parcours des gens de sorte à avoir une lecture similaire. Parce que nous, notre problématique en tant que recruteur, ça va être d'évaluer les candidats, donc de les comparer à un moment donné, d'évaluer individuellement, puis après de les comparer. Et si la comparaison, l'évaluation, elle part déjà de travers parce que je croyais que vous aviez le diplôme, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Johan, tu m'entends? Oui, très bien. Donc, si déjà ça part de travers au départ du recrutement sur moi je croyais que vous aviez le diplôme et vous ne l'avez pas, moi je croyais que vous aviez fait 3 ans d'expérience et en fait vous avez fait 2 mois, hein, parce que je peux faire 2 ans d'expérience sur 2 mois. Ah oui, j'ai fait 2020-2022, puis en fait j'ai fait décembre 2021 et décembre 2020 et janvier 2022. Et là je peux vous faire croire que j'ai fait 2 ans de boulot, quoi. Bon, voilà, etc., etc. Si on part déjà là-dessus, c'est déjà pas une bonne évaluation parce que mon évaluation va être biaisée. Très clairement, mon évaluation va être biaisée. Donc, j'ai besoin d'avoir les bonnes informations, comme l'a dit Camille. Après, c'est nous, en tant que recruteurs, qui allons poser les choses et prendre le recul nécessaire pour se dire, bon, OK, il n'a pas le diplôme. Est-ce que c'est fondamentalement grave par rapport à ce que j'ai besoin? Et Loïc, tu sais, moi je pense qu'on a notre responsabilité aussi là-dedans en tant que recruteur. Je reprends toujours mes ingrédients, mais si moi j'abaisse et je crée les conditions pour que l'autre ne se sente pas gêné de dire je n'ai pas le diplôme. Parce qu'on peut lui dire, écoutez, moi, je veux simplement, voilà, répondez-moi, mais sachez que ce n'est pas un critère éliminatoire pour moi. Bon, on baisse le bénéfice qu'il perçoit à mentir sur son diplôme, typiquement. Donc, il ne faut pas croire que c'est le candidat malicieux et puis le recruteur qui n'a aucune part de responsabilité. Ça va dans les deux sens. C'est à nous aussi de créer toutes les conditions pour que les gens puissent décrire leur parcours tel qu'il est et que, voilà, si c'est des critères qui ne comptent pas pour nous, les rendre explicites aux yeux de l'autre pour qu'on soit sur une discussion franche et honnête. En complément, si je peux me permettre, moi j'ai un client d'un grand groupe de vente privée en France, Rose. Le DRH m'a dit une fois, on n'a pas d'autre moyen que votre système pour vérifier l'honnêteté d'un candidat. On peut pas l'honnêteté, déjà, c'est un grand mot parce que pour moi, si tu veux, on ne juge pas l'honnêteté d'une personne à l'exactitude des déclarations qu'elle fait. Un peu quand même. C'est-à-dire, qui n'a jamais menti dans sa vie? Bon, non, pas moi. Voilà, c'est ça. On a tous. Je ne dis pas de prétention. Mais... Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne juge pas la crédibilité ou la sincérité générale d'une personne sur un cas précis. Mais ce que j'entends, c'est que en situation de recrutement, en tout cas, c'est ça qu'ils prennent en compte. Je suis d'accord avec vous, hein, messieurs, mais parce que là, on parle de profils commerciaux. Nous, dans nos clients, on a des infirmiers, des profils médicaux. Donc, est-ce que l'infirmier ou le moniteur éducateur pour enfants handicapés qui a à peu près son diplôme ou qui a à peu près 2 ans d'expérience, on va avoir le même niveau de tolérance? Je ne pense pas. Ah ben non, parce que là, sur des métiers déréglementés, il n'y a pas de sujet. Tu l'as ou tu ne l'as pas, le diplôme. Si tu ne l'as pas, tu n'as même pas le droit d'exercer. C'est un danger. Donc voilà, c'est comme le permis de conduire. Mais elle est où la ligne, en fait? Ce que je veux dire, c'est que si tu mets un contrôleur financier qui est censé avoir un niveau d'expérience ou un niveau de diplôme, qui ne l'a pas et qui met une entreprise dans le mur, tu l'as ou tu l'as pas, c'est le même problème. Donc, je ne suis pas un ayatollah de la vérité, etc. Je dis juste que le souci, c'est que s'il n'y a pas d'intervention externe, comme la nôtre ou la vôtre, avant la validation d'un poste, on va partir sur les données que lui a données. Et là, il n'y a aucune certitude que ce soit cohérent. Donc, il faut. J'ai vu une remarque dans le chat de dire oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un droit à l'oubli ou est-ce que parfois les gens ils n'ont pas peur d'avoir un trou dans le CV? Et honnêtement, il n'y a pas de problème. Par exemple, chez Everycheck, il y a une intervention du candidat avant vérification. S'il nous dit je ne veux pas que vous contactiez cette entreprise, on ne contacte pas l'entreprise. Oui. Et là, c'est un autre sujet. Juste pour intervenir sur le fait, est-ce qu'il n'y en a pas qui rallongent les dates parce qu'ils ont peur des trous dans le CV, parce qu'ils ont peur qu'en face, ce soit mal perçu? Tu as raison, et c'est une bêtise. On a eu des cas de dames on a vérifié le CV et toutes les dates étaient incohérentes. Et quand on a fait la vérification, on a dit à l'employeur, voilà, il y a des écarts partout, on ne sait pas ce qui se passe. L'employeur a fait un entretien de restitution, ce qui est obligatoire, enfin ce qu'on conseille en tout cas. Pour dire, voilà, on ne va pas avancer avec vous parce qu'il y a ces écarts. Et en fait, cette dame a eu 2 enfants et elle s'est arrêtée. Elle a changé de job au même moment. Elle n'a pas voulu laisser de trou. À tort, à raison, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que
ça a ouvert une discussion qu'on n'aurait pas eue sinon. Exactement. Mais tu vois, je suis totalement aligné. Mais ce que je veux juste dire pour finir là-dessus, c'est sur la part de responsabilité qu'on a en face aussi lorsqu'on fait passer un entretien. Si pour nous, le trou dans le CV n'est pas grave, disons-le d'emblée pour dissuader l'envie que les gens puissent avoir à étirer les dates, si c'est pas important pour nous. Je suis d'accord avec toi, Camille. Il y a quand même une limite à ce petit exercice-là de la vérité dans les deux sens. C'est que le candidat, il a un enjeu, c'est d'obtenir un entretien. Et donc, nécessairement, lui va tout faire pour ça. T'as beau avoir un a priori favorable, c'est ce qu'on a dit dans le chat, nous. On essaye toujours d'avoir un a priori favorable, mais ça ne doit pas exclure le contrôle. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens dans le chat qui disent « Ah, mais non, ça enlève le soft skills, ça enlève la valeur humaine, etc. » Non, ça n'enlève pas, ça ne doit pas enlever. Simplement, on part d'une bonne situation. Parlons-nous clairement. Et effectivement, je suis d'accord avec Yoann. Moi, une dame qui, dans son CV, et je le comprends sur le CV que la personne a voulu masquer un trou, et lors de l'entretien, qui me l'explique, qui me dit, bah voilà, j'ai eu des enfants, etc. Ok, donc tact, je comprends que dans la situation économique actuelle, le regard des uns et des autres peut être embêtant sur un trou de CV. Je le regarde. Maintenant, ça dépend du trou. C'est-à-dire que si la personne m'a mis 10 ans de trou, ce qui peut être le cas, parce que quand tu as été, là on focus sur les femmes, mais moi j'ai eu un consultant, il est parti 10 ans faire le tour du monde en bateau. Dire qu'au début, ça faisait 10 ans qu'il était les doigts de pied en éventail à Montréal, pour des recruteurs, ça ne le faisait pas. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allongé le truc. Et lors de l'entretien, il faut qu'il l'explique. Mais tu as des recruteurs qui sont ouverts à l'entendre et d'autres pas du tout, qui vont écarter ça. Moi, je dis juste qu'en recrutement, pourquoi on a cette méthode et on demande tous ces justificatifs, on demande les informations, on demande très clairement les motifs de séparation. Pourquoi vous êtes séparés? Parce que l'histoire ne va pas être la même. L'histoire ne va pas être la même et donc mon évaluation ne va pas être la même. Moi, vous me racontez que vous avez mené votre carrière tambour battant, vous avez évolué, c'est vous qui avez été dynamique dans vos recherches d'emploi, qui avez été actif pour trouver les emplois suivants, etc. Ou c'est vous, la même personne qui avait été licenciée 3 fois et qui attendait que l'entreprise coule, etc. C'est pas le même bonhomme en fait. C'est pas le même bonhomme que j'ai en face de moi. J'ai quelqu'un qui se prend en main et donc je me dis tiens, sur mes projets, il va pouvoir évoluer, etc. Et j'ai l'autre qui est très attentiste. Je ne m'arrête pas à ce seul fait, tu vois. Mais quand je compare les éléments, parce que nous, encore une fois, j'ai Sherlock Holmes, je l'appelle gentiment Sherlock Holmes, Yoann, mais nous, on a écrit le recrutement par indice, donc voilà, c'est pour ça que je rigole. Pour nous, le recrutement, c'est le cumul d'indices. Je ne peux pas m'arrêter à un seul fait, mais on a besoin de cette information-là. Donc, on a besoin de savoir si la personne a bien eu son diplôme ou pas. On a besoin de savoir si vous avez travaillé de telle date à telle date dans cette entreprise. On a besoin de savoir, etc., etc. On a besoin de savoir. 100% d'accord. Et pour aller dans ton sens, et pour ma part finir là-dessus, c'est que même stratégiquement, tu as intérêt à favoriser les conditions pour que les gens te disent « j'ai pas eu le diplôme » ou « j'ai eu tel trou », si toi, tu es intéressé par la vraie information. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il est 14h03, c'est très dynamique, ça bouge dans tous les sens, etc. Je crois qu'on pourrait rester encore 1 heure ou 2 à discuter entre nous et d'expliquer comment on fait. Merci, passionnant, etc. Vous voyez, c'est des sujets qui nous amusent beaucoup, qui nous passionnent, qui nous intéressent énormément. N'hésitez pas à nous interpeller via les LinkedIn des uns des autres. Vous nous trouvez facilement à nous envoyer des petits messages en nous demandant ce qu'il en est. Vous recevrez le replay juste après le webinar. On vous enverra également le support qu'on a utilisé, on vous l'enverra par mail, donc vous aurez nos contacts à tous les 3, donc vous aurez la possibilité de nous contacter. Et puis nous, on a vos contacts, donc on vous renverra chacun des informations en fonction des besoins. En tout cas, merci beaucoup Camille pour à la fois l'étude, la thèse et les résultats, parce que franchement, ça a été vraiment génial de faire ça avec toi. Ça nous a vraiment fait progresser pour le coup, donc ravi que l'université. Et puis Yoann, merci d'être rentré dans cette boucle-là et d'avoir tordu tout le système pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien tous ensemble. Avec plaisir et à votre disposition. Merci à tous. Merci monsieur. Et à très bientôt.